Bienvenue dans l'épisode 8 de Capitaine au Capitaine, le podcast pour donner plus de sens à nos existences et être les capitaines de nos vies. Chaque mois, je pars à la rencontre d'un parcours ou d'une expertise inspirante pour explorer les différentes manières de vivre pleinement nos vies. Et ce mois-ci, j'ai décidé de donner la parole à la jeunesse qu'on décrit un peu trop souvent comme apathique, paumée, en manque de repères, lobotomisée par les réseaux sociaux. Et on parle un peu trop souvent à la place de ces jeunes. Et il existe fort heureusement beaucoup de contre-exemples à qui on donne pas assez souvent la parole. Cet épisode s'adresse donc aux jeunes qui cherchent leur voie, mais aussi aux parents qui doivent les y aider. Alors vous ne trouverez pas beaucoup d'informations en tapant le nom de mon invité sur Google. Louis Marcoux est extraordinairement ordinaire et ordinairement extraordinaire. À 20 ans à peine, il a déjà fait un choix assez fort pour son orientation et son avenir, et ça prouve qu'il est bel et bien décidé à être capitaine de sa vie. Et puis à chaque fois que je l'ai rencontré, j'ai eu des discussions profondes avec lui que j'arrive pas forcément à avoir avec des personnes plus âgées. Focus sur un jeune enthousiaste et enthousiasmant, c'est l'épisode 8 de Capitaine au Capitaine. C'est parti. Bonjour Louis. Bonjour Baptiste. Bon, bienvenue ici à la capitainerie. Donc toi, tu es né dans ce village de 600 habitants en Gironde, le village où tu es né. Et donc tu as fait un CAP boucherie d'abord. Exactement, pour commencer. c'est ça. Tu vas nous expliquer pourquoi. Et puis, tu as décidé finalement de reprendre une seconde générale, un cursus général. Et tu te destines maintenant à des études d'ostéopathie. Exactement. Donc ma première question, c'est comment on passe de la boucherie à l'ostéopathie ? Alors ça passe tout d'abord par un grand chemin de réflexion. C'est la boucherie, c'est quelque chose qui m'a suivi pendant 3 ans, donc de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc j'ai fait mon CAP, le concours du meilleur apprenti de France, donc j'ai été sélectionné. Je suis pas allé au bout, mais j'ai quand même eu la chance d'être sélectionné, d'aller jusqu'au Gironde. Donc j'ai été sélectionné par mon établissement. Ça m'a aidé dans plein de choses. Le travail, pour moi, dans les valeurs que m'a inculqué mon père, si tu veux, c'est quelque chose de très... Ton père qui est boucher, on peut le dire. Mon père qui est boucher, donc j'ai travaillé avec mon père en fait pendant... Qui a un camion et qui vend sur les marchés. Sur les marchés, on fait des ventes. Donc le matin, pour te raconter une journée banale, tu te lèves le matin très tôt parce qu'il faut charger le camion très tôt, préparer, etc. Remplir la vitrine et arriver environ aux alentours de 7 heures sur un marché pour préparer la vente avec les clients, etc. Ça a été quelque chose une expérience d'inoubliable que je me servirai de toute ma vie. Ça a été vraiment je pense une des plus belles choses que j'ai faites parce que, avec du recul, si je l'avais pas fait, ce serait quelque chose que j'aurais regretté. Ça me sert aujourd'hui, donc du coup dans mes études, quand je viens en cours, j'ai la même motivation. Je viens avec l'idée du travail. Je vais pas du tout dans l'idée d'un étudiant, si je peux parler lambda, qui a pas forcément connu le travail, parce que j'ai eu la chance d'en parler avec plein de copains moi qui ont arrêté après le brevet et qui se sont mis à travailler. Et le travail dès le plus jeune âge, c'est pas une mauvaise chose. Faut pas en avoir peur en fait, parce que ça inculque plein de choses. Comme moi, je reprends les cours bien plus tard, mais j'y vais pas du tout avec la même idéologie. Tu donnes du sens à tes études, quoi. Exactement. Quand je me lève, je sais que mon but, il est là et je vais tout faire pour l'atteindre. J'ai vraiment une volonté qui vient de ce travail en fait. Ça, c'est quelque chose, ça m'est venu de là. Et c'est pour ça que je suis quand même content d'avoir passé cette phase de travail, même si ça n'a pas été tous les jours facile, faut pas croire que tout est beau tout rose. Mais ça, c'était vraiment génial et ça m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. C'est se poser des questions, c'est se dire le matin, est-ce que je donne un sens à ce que je fais ? Oui, mais pas totalement. Moi, la boucherie, j'aimais particulièrement. J'avais une bonne routine, je suis quelqu'un de... un peu casanier, qui aime quand même que tout soit rythmé, que tout soit précis. Ça, c'est pas du tout ce qui manquait. Mais vendre un bout de viande à quelqu'un, c'était pas une seule satisfaction. Ce qu'il me fallait, c'était quelque chose de plus approfondi, plus dans l'humain. Et du coup, j'ai rencontré un ostéopathe qui m'a aidé parce que moi, je suis asthmatique. Et donc, au cours parce que je faisais du vélo quand j'étais plus jeune, et au cours d'une chute, je me suis déplacé l'omoplate. Et en fait, cet homme-là, justement, m'a donc remis mon omoplate, etc., analysé, voir ce qui allait pas, machin. Et il a su donc que j'étais asthmatique et il m'a réglé ce problème-là. Et depuis, donc, j'ai plus beaucoup de crises d'asthme. Enfin, c'est un peu miraculeux dans ce sens-là.
Mais en fait, j'ai trouvé son métier génial et c'est ce qui m'a donné envie de faire ça. J'avais en tête déjà depuis petit l'idée de faire kinésithérapeute. Kinésithérapeute, c'est quelque chose qui m'animait au fond de moi, mais j'avais pas forcément l'idée de faire de longues études. J'étais pas prêt pour ça. Moi, mon CAP, quand je l'ai terminé, enfin avant de l'entamer, au collège, on m'a dit que je pourrais pas aller en CAP parce que j'avais des facilités, qu'il fallait que j'aille en général alors que c'est pas ce que je voulais, comme quoi j'aurais pas mon brevet. C'est un peu, on dirige vachement les gens vers des études sans forcément écouter un peu ce qu'ils veulent. Faut écouter un peu ce que nous on a envie de faire en tant que jeunes. Et on a le droit de se tromper. C'est pas une mauvaise chose. Moi aujourd'hui, je suis content d'avoir eu mon expérience en tant que boucher et je le regretterai jamais. Je pense que ça me servira toute ma vie, même en tant qu'étudiant. Mais je me rappelle de ce que j'ai fait. Quand je me lève le matin, au lieu de me lever à 4h30, je me lève à 7h. Et je suis quand même content d'aller à l'école. J'y vais avec une envie. Voilà, je suis là pour apprendre plein de choses qui vont me servir pour plus tard et que je vais mettre en application. Et ça passe par le travail. Parce que le travail, ça m'a appris à être minutieux, à prendre soin, à avoir une idée un peu plus adulte aussi de la vie. La prendre comme elle est telle qu'elle. Parce que quand on est un enfant, on n'a pas les mêmes idées qu'un adulte. On se dit pas que... on a un salaire, il faut apprendre à gérer son argent, il faut être à l'heure, être ponctuel, être rigoureux dans son travail, surtout à la vente. On se lève le matin, c'est pas parce qu'on est malade qu'on est fatigué, il faut pas le montrer aux gens. Il faut leur donner envie d'être là. Eux, ils viennent vers nous, donc nous, on doit leur donner envie justement de rester avec nous et d'être aussi heureux. Et ça, c'est ce qui m'a marqué, je pense, c'est ce contact avec les gens que je garderai encore. Hein. J'ai toujours des gens, j'ai eu des moments hyper émotionnels avec des clients qui, quand ils ont appris que j'ai changé de boulot, parce que c'était pas évident pour mon père qui bien sûr était seul, donc pour lui c'était pas facile d'en arriver là, parce que on avait une très bonne boutique qui fonctionnait très bien, on n'avait pas beaucoup non plus de main d'œuvre parce qu'on vit dans un village un peu au fin fond du monde si on peut parler comme ça. Et ça m'a particulièrement marqué parce que les gens, en fait, c'était pas juste un contact que j'avais avec les gens. C'est que quand j'ai une relation quoi avec eux. Quand j'ai vu que eux ils étaient contents que moi je prenne l'ambition et de ce que j'avais envie de faire, ça je trouvais ça incroyable. Parce qu'il y en a, ils m'ont dit mais Louis, tu te rends pas compte, à ton âge c'est super ce que tu fais, continue comme ça. Ah, il y en a un qui m'a fait pleurer, j'en pense encore. Je travaillais un lundi, la dernière semaine avant que j'arrête de travailler. Et il me dit Louis, mais ce que tu fais, écoute pas les gens, ça se voit, dans ce que tu fais, t'as raison, continue comme ça et t'es acharné. Donc si tu travailles bien, ne lâche rien, continue comme ça et ça va le faire. Et ça, ça m'a encouragé, et ça m'encourage encore, hein, j'y repense encore, même c'est pour ça que je t'en parle. Ça m'encourage encore à entreprendre tout ce que j'ai envie de faire, toute cette marche, parce que je pars quand même pour longtemps, hein, je pars à passer le bac à 18 ans, entre guillemets, en seconde, c'est un peu un long chemin, mais c'est quelque chose qui m'anime et... Alors, si t'es venu à la boucherie aussi, comme on l'a dit, c'est parce que si ton papa il avait cette Exactement. exploitation, c'est un peu le rêve d'un papa de transmettre son Bien exploitation. sûr. Comment Oui. ça s'est passé? Parce que il devait être fier, j'imagine, que tu Quand j'ai voulu entreprennes un commencer CAP ou quand j'ai boucherie. voulu partir? Surtout quand tu as voulu partir, D'accord. quand tu as dû lui annoncer, parce que ça a des répercussions pour lui. Oui. Du Oui, coup, il oui. souhaitait transmettre son exploitation Bien à son sûr. fils et il a dû faire un autre Sachant choix. que ça vient de mon grand-père à la base. En Cette plus, boutique ouais, qui d'accord, ça, je provient, savais pas. Ouais. ça provient de mon Donc ça, c'est un grand-père. choix fort, parce que des fois, Il y a on une... se laisse un peu absorber par cette pression familiale, peut-être. Ouais. Comment ça s'est passé quand tu lui as dit non, en fait, papa, Alors, je vais pas reprendre l'exploitation, je vais faire autre chose. j'ai beaucoup de chance parce que du coup j'ai une mère qui est très ouverte d'esprit, qui m'a vachement entendu. Elle a été là pour moi et elle a compris de suite ce qui allait pas. Elle était là aussi pour m'écouter quand j'avais besoin. Mon père, il est très pas fermé d'esprit, je dirais pas ça comme ça, mais je dirais qu'il a ses idées et c'est bien parce que ça m'a permis de me remettre en question quand même. Parce que si on m'avait demandé si j'avais voulu changer de travail et qu'on m'a dit oui, vas-y, change, de toute façon, on a le droit de changer, sans me remettre en question, ça aurait été pas une bonne solution. Je serais pas là où j'en suis aujourd'hui avec la même détermination, je me serais pas forcément posé les bonnes questions, et même si je m'en pose encore, c'est normal d'être sûr de son choix. Ça m'a beaucoup servi. Après, pour ce qui est donc déjà de l'entrée, parce que quand je suis rentré en boucherie, mon père, bien sûr, il était content, mais il m'avait quand même mis en garde. Il m'avait dit, fais attention à ce que tu fais, parce que moi, je m'engage à te transmettre mon savoir, parce que savoir que mon père, il a beaucoup donné de soi avant de me prendre. C'est un passionné, ton père. Hein. Mon père, c'est un passionné, et c'est difficile aussi de prendre quelqu'un, parce que
je pars de zéro. C'est pas parce que j'ai vécu dans la boucherie toute ma vie que j'ai forcément appris à couper un bout de viande et faire une carcasse. C'était quelque chose de presque d'inconnu. Quand je rentrais dans mon frigo, c'était pour aller prendre un bout de saucisson pour la maison. C'était pas du tout le travail que j'imaginais, même si ça m'a plu énormément. Et j'en remercie encore mon père parce que tout ce que j'ai traversé, c'est grâce à lui. Et même si tout ce que je vais accomplir encore, ce sera en partie grâce à lui. Et aussi à ma mère, du coup, qui m'a accompagné. Donc du coup, c'était quoi sa réaction alors? Il a été assez étonné parce que il savait que j'étais un peu réticent vis-à-vis de ça, mais il me posait encore les questions. Il m'en a toujours posé. Loulou, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Il me le posait encore. Réfléchis bien, tu es encore à ton CAP, on verra si tu peux changer plus tard. Il n'avait pas trop envie forcément parce qu'il aurait bien voulu que je continue, sachant qu'on a mené une super bonne expérience. Il y a eu des hauts, des bas, mais dans l'ensemble, je pense que notre relation se passait très bien au travail. Il savait que comme j'ai été formé par sa propre main, je faisais le travail comme il voulait et je lui rendais quand même un assez bon travail sans être orgueilleux ou quoi que ce soit. Et ça, c'était vraiment cool. J'ai trouvé ça sympa de mon père. C'était pas du tout une image que j'avais auparavant. Il est très ferme sur ce qu'il veut. Il a sa manière de travailler, ses idées, etc. Mais il voyait quand même que je m'investissais. Et ça, il me l'a assez dit quand même. Tu te débrouilles bien. C'est pas du tout le fait d'avoir été hyper ferme avec moi, à me dire non, t'arriveras pas, machin. Il a quand même été avec moi. Je me suis remis en question et ça, je me suis dit, ben voilà, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, etc. Donc quand je lui ai annoncé, ben, je suis passé par ma mère avant tout parce que ma mère, je sais que c'est elle qui fait un peu l'équilibre. Elle aide aussi à transmettre un message parce que en tant que jeune, j'avais pas forcément les bons mots aussi pour m'adresser à mon père. C'est peut-être mon père, mais c'était aussi mon patron. Et ça, j'avais pas forcément l'idée aussi que je parle quand même à un patron d'une petite entreprise qui lui, ça fait tourner sa vie et moi aussi. Donc je pouvais pas le laisser non plus comme ça dans le blanc sans lui dire mais papa demain je m'en vais quoi. C'est pas, j'avais aussi cette réflexion là de quand même, j'y ai beaucoup pensé, ça a été très pesant d'ailleurs de me dire pour mon père parce que je l'ai beaucoup aidé parce qu'il faut savoir que quand j'ai quitté l'entreprise, mon père il avait quand même encore des problèmes musculaires etc. qui lui permettaient pas forcément de travailler. Donc j'ai été un peu là, si on peut dire, pour continuer, même après. Hein. Et ça me faisait encore plaisir de venir pour l'aider. Même si je voulais me rapprocher plus de mon cursus scolaire, j'étais quand même content de venir mettre la main dans la pâte, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il en avait besoin. Mais du coup, je suis quand même passé par ma mère, qui, elle, était plus à l'écoute et qui permettait un peu de transmettre le message entre eux deux, avec qui, moi, j'aurais pas forcément eu, peut-être pas le même tact, mais mon père entendait mieux ma mère quand même que moi, parce que moi, je suis petit, entre guillemets, je suis un gamin de 15 ans, qui est un peu dans l'idée un peu rebelle de la société, qui veut décider de changer sans prendre forcément conscience. Et ça, c'était vraiment bien, parce que du coup, il m'a mis en question. Il m'a dit, écoute, voilà, c'est ton choix. Bon, je dis pas, hein, ça a forcément gueulé de temps en temps. C'était nécessaire de toute façon. C'est un peu dans votre culture familiale aussi. Oui, mon père est quelqu'un de très impulsif, ma mère de très calme, mais qui se gère très bien. Et ça, c'était bien parce que du coup, j'avais un bon équilibre entre les deux. Ça m'a permis de me remettre en question, de douter, mais de rester quand même dans une bonne directive, de me dire, voilà, là, je sais que je vais entreprendre ce chemin. Je me pose les bonnes questions, et ça, c'est grâce à ma mère et grâce à mon père, de ce qu'ils m'ont appris. Du coup, ce que je retiens, c'est le juste niveau de pression, un juste cadre, quoi, en disant réfléchis bien, voilà. Mûris sans te mettre trop non plus. Parce que ma mère apaisait, mais mon père a été quand même assez ferme sur les choix, parce que lui, il se retrouve sans ouvrier, enfin, il en avait qu'un seul pour le job où il y a besoin de 4 personnes alors qu'on était 2 ou 3. Donc ça a été quand même assez compliqué, mais dans l'ensemble, maintenant que je suis passé à autre chose, je me rends compte que voilà, c'était quand même un bon choix. Mon père, il est plus détendu au jour d'aujourd'hui, il profite bien plus. Il me remet toujours en question, il me dit t'étais fait pour ça, et moi je doute pas de ça, mais ce qui m'anime, c'est ce que je fais aujourd'hui, et c'est ce qui donne du sens à ma vie, entre guillemets, c'est d'entreprendre ce que j'ai envie de faire, et ça du coup, ça a eu des répercussions aussi pour lui, parce que bon, bien sûr. Pour qu'on comprenne aussi un peu, il a eu des problèmes de santé donc au niveau des épaules, ce qui l'empêche aussi de poursuivre son activité. Tout à fait. Et aussi, suite à ton choix, il a fait un choix, ce qui pourra faire l'objet d'un autre épisode d'ailleurs, mais il a changé aussi complètement radicalement de vie, puisqu'il est passé de boucher à famille d'accueil, où il accueille maintenant, qui est l'activité de ta maman aussi. Exactement. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Très bien. Tu nous as dit déjà un petit peu pourquoi l'ostéopathie, le fait d'être utile, un peu cette rencontre aussi qui a été une rencontre déclic, le fait que ça mûrissait en toi, c'était un peu latent, ce côté kiné
auxquels tu pensais quand tu étais plus jeune, et puis là, voilà, paf. Mais qu'est-ce qui fait que tu es sûr de ton choix? Qu'est-ce qui fait, parce que quelque part, on peut se dire aussi, ok, il y a différentes manières d'être utile, mais qu'est-ce qui fait que tu te dis, non, mais c'est ça que je veux faire? C'est passé par beaucoup d'expériences. En fait, c'est quand je regarde ma vie je pourrais l'étaler sur un plan, faire une carte, et je me dirais, bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Et là où j'en suis, qu'est-ce qui me mène? J'ai vécu plein de choses. Déjà, j'ai une sorte de don, si on peut parler comme ça, où depuis tout petit, j'enlève le feu. C'est-à-dire, un jour, ma mère, elle s'est brûlée à la gazinière, elle m'a dit, Loulou, moi, ma mère, elle avait un truc, c'est qu'elle enlève le feu. Donc, tu prends ta main, tu la poses au-dessus de quelqu'un, tu réfléchis, tu t'inspires, voilà, et tu imagines que tu sors le feu de ta main et que tu l'inspires en toi. Et en fait, ça a marché. Et depuis ce jour-là, moi, j'ai un truc hyper psychique, c'est que je me rends compte que le mal, c'est aussi beaucoup mental, si tu veux. C'est une chose comme ça. Et quand je vois le sourire de ma mère qu'elle a eu après que je lui ai envoyé le feu, ben moi, ça m'a ébloui. Et je me suis dit, mais ça, faut que j'en fasse quelque chose. Quoi. Ça, mais pas forcément le don, le bien-être Mm. des autres. Ça, c'est ce qui m'anime. Quand je parle avec quelqu'un que je vois qui se sent pas bien parce que je porte des réflexions, bien sûr, tout le monde se pose des réflexions dans sa vie, et je me rends compte que les gens, souvent, ils se posent eux-mêmes leurs contraintes, alors que ça va, il faut tranquille, étale tes problèmes sur la table, regarde, t'as plein de solutions pour évacuer, pour te déstresser, pour que ça aille mieux. Et ça m'a vachement servi. Parce que du coup, quand j'ai regardé sur le long parcours, qu'est-ce qui m'anime? Rendre les gens heureux. Moi, ce qui me rendait heureux dans mon travail, c'était le sourire des gens. La semaine d'après, quand ils venaient, ils me disaient, Louis, ben là, on s'est régalé. C'était pas le fait de vendre un truc. Il y en a, ça les anime, tu sais, la vente. Je vois ça un peu comme la vente aux enchères. Tu vois, il y a un truc, un entrain. C'était pas la viande, ta passion, c'était la relation aux autres. J'adorais ça, par contre. Là, je peux pas dire que ça me plaisait pas. Vraiment, la préparation, c'était quelque chose aussi qui m'animait. Mais dans le fond, ce que je préférais, voilà, c'est le contact avec les gens. Et je voulais aller plus loin que ce simple contact de discussion. Hebdomadaire, comme ça. Ouais, de temps en temps. Je voulais avoir... Parce qu'en tant que kiné, tu peux peut-être voir tes patients qu'une fois par semaine, etc. Mais ce que je voulais, c'était... Voilà, c'est... Quelqu'un, il arrive à un problème au genou... Il part la semaine dans un mois, on va dire, un traitement d'un mois où il a besoin de rééducation, etc. Et il sort avec le sourire parce que quand on est malade, moi je l'ai vu du coup avec mon père, j'ai enlevé le feu des fois à mon père, etc. Enfin, au niveau de ses douleurs, ou le masser, etc. Et en fait, déjà, même quand je le massais, bah, moi j'étais content de ça parce que je voyais que lui il était content, moi ça me rendait heureux. Être utile, quoi. Ouais, j'étais utile et puis je voyais une certaine. Les gens ils soufflaient. Je voyais sur leur visage qu'ils étaient apaisés. Et ça. Pour moi, ça vaut tout leur apaiser. Ouais, apaiser. Peut-être que tu le feras de différentes manières, peut-être que tu ne seras pas ostéopathe toute ta vie d'ailleurs. Mais ça restera dans le bien-être de la santé en général, parce que la santé c'est important quand même, il faut y penser. Bien sûr. Et j'avais une autre question qui était plus de l'ordre de tes amis. Alors, autant les potes que tu pouvais avoir en CAP boucherie que ceux que tu as pu rencontrer tout au long de ma vie. Quand tu as repris un cursus général et que tu leur as expliqué ton choix, comment ça a été appréhendé? Est-ce qu'on t'a dit, mais t'es un extraterrestre, de passer de la boucherie à l'ostéopathie? Quel regard ça a eu? Alors tout d'abord, ils n'ont pas forcément compris. Certains, il y en a qui se sont dit, mais c'est pas possible de faire ça. Et moi, je leur ai dit, mais si, en fait, vous pouvez changer. C'est pas... votre vie, c'est pas un chemin. Il y a peut-être un destin, ça on n'en sait rien du tout, on le saura peut-être plus tard, mais ce destin c'est avant tout, c'est nous qui le choisissons, c'est pas la société, c'est pas les mœurs, c'est pas des choses comme ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer un copain à moi qui lui aussi a fait une année de CAP avant de se réorienter en bac pro, donc si tu veux la marge est moins grosse, mais quand même, c'est aussi un recul du travail. Et quand on appréhende le travail, c'est pas du tout la même manière que j'ai été en général, je suis passé en bac pro. Passer par un CAP, vraiment travailler, se lever le matin, être ponctuel. Puis moi, c'est passé par le fait que je travaille avec mes parents aussi, quand même, parce que ça, c'est pas rien. Dire que quand tu rentres à la maison, ton patron, il est quand même là, mais c'est pas ton patron, du coup. Et ça, c'est compliqué aussi de séparer le côté familial et patronal, si on peut dire ça comme ça, et entrepreneuriat. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que du coup, j'en parle encore avec d'autres. Ils me disent, mais t'as redoublé 3 fois pour être là à 20 ans, être en première. Je dis non, j'ai changé de cursus. Ils m'ont dit, c'est intéressant et tout. Je dis, vous pouvez vous planter. C'est la première chose que je dis aux gens. Autorisez-vous à échouer, quoi. Et la meilleure des réussites, entre guillemets, ça passe par l'échec. Si je regarde les plus grandes personnes du monde qui ont réussi, ils ont tous tombé quelque part. Et ça, on n'en parle pas assez aussi, que la réussite, ça passe avant tout par l'échec.
Donc moi j'ai trouvé ça intéressant, mais je le vois pas du tout par contre comme un échec. Moi, c'est-à-dire que quand je regarde ma carrière d'avant, c'est ce qui me sert à construire ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que je me lève encore avec la même détermination. Quand je vais au lycée, je prends mes pauses, si tu veux. Moi, 5 minutes, je le vois comme une pause au travail. Hein. C'est vraiment, j'ai 3 heures. Ah, ben là, allez, je souffle, j'ai 5 minutes. Je vais me griller une clope. Et je le vois vraiment exactement de la même manière quand je suis au travail. Parce que le travail, ça m'a appris à être assidu, à être un peu conformiste aussi parfois. Mais c'est la bonne manière pour moi, en tout cas, de réussir. Et ça, j'ai trouvé ça hyper constructif. Cette partie que j'aurais pu laisser de côté et me dire, tout ça, je le laisse de côté, je passe à travers. Non, justement, j'en ai servi pour construire ce que je deviens maintenant. Et je m'en sers encore dans ma vie d'aujourd'hui, quoi. Donc ça n'a pas été forcément compris par tous, mais en tout cas, toi, tu l'as assumé, ça t'a pas posé de problème, tu leur as expliqué sereinement. Voilà, je leur explique sereinement. Après, ça arrive à tous, je pense, d'être incompris vis-à-vis des autres. On peut parler avec des gens et se rendre compte que on n'a pas forcément le même type de dialogue, on n'est pas forcément entendu de la même manière. Mais au final, on comprendra que notre choix, c'est quand même le plus important. Ça peut paraître complètement dingue aux yeux de certains, mais ça reste mon choix avant tout. Et c'est un peu égoïste aussi de parler comme ça, mais je pense que c'est un peu nécessaire aussi d'être pas du tout orgueilleux ou quoi que ce soit, mais penser aussi à soi, parce qu'on vit dans un monde où on se construit un peu soi-même. J'ai encore besoin de mes parents, bien évidemment, et ça je leur en remercie une fois de plus, parce que c'est grâce à eux que je suis là aussi, et ils m'aident encore, ma maman elle est toujours là pour moi, etc. Et ça c'est important, je trouve quand même d'avoir un suivi. C'est comme un patron qui délaisserait ses employés, ça aurait aucun sens. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est ce qui m'aide aussi à avancer encore aujourd'hui et me dire, voilà, je me trompe pas. Ça a été quoi les piliers de ton éducation ? Qu'est-ce que tu retiens de ce que t'ont inculqué tes parents ? Déjà, j'ai 2 facteurs différents. C'est-à-dire que moi, mon père, il a toujours été beaucoup dans le travail parce que j'ai une sœur aussi qui était avec moi, etc. Et je vois que mon père, quand j'étais petit, je le voyais vachement comme un bosseur. Mais un bosseur, c'est-à-dire que les gens ils comprennent pas, mais moi, mon père, il s'est donné comme, je pense, pas beaucoup de monde. Mon père, il a déjà fait il faisait des semaines à 90 heures de boulot où il se levait le matin à 3 heures, il rentrait à 23 heures. L'hiver, je l'aidais pour les saisons de Noël à faire des crépinettes, etc. Et je venais l'aider après le repas, de 19h30 à 20h. Il dit, bon, papa, je viens manger. Il me dit, non, là, je reste jusqu'à 23h, minuit, pour se relever le lendemain à 3h du matin. Un bosseur, quoi, la valeur travail. La valeur travail, mais toujours conscient de ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est... Et ça, c'est hyper important, parce que c'est ce qui prime avant tout. Moi, c'est ce qui m'a appris, mon père. Le travail, c'est une longue partie de ta vie. Et quand t'es au travail, t'es pas chez toi. Tu te dois en fait d'avoir une attitude carrée. Et ça a été vachement quand même plutôt dans ma partie de CAP, etc. Parce que sinon, après, j'étais plutôt avec ma mère, entre guillemets, puisque mon père travaillait beaucoup. J'étais plutôt présent avec ma mère. Et ma mère, elle m'a plutôt appris à appréhender les choses avec une certaine réflexion, à me poser les bonnes questions. Elle a toujours cherché un peu dans mon sens aussi, dire voilà, m'accompagner, etc. Et ça fait un super équilibre. Parce que même si mon père, il était strict, c'était super, c'est ce qu'il me fallait. Si on a besoin d'un cadre aussi. Si on n'est pas cadré, on va pas dans les bonnes directives. Moi, pour certains, je pense que mon père paraît complètement fou, un homme hyper strict, hyper ferme, etc. En fait, moi, je me rends compte que je serais pareil. Parce que c'est la bonne directive. Ça apporte quelque chose, une discipline exact. personnelle. Quoi. Et une discipline, je trouve que quand on avance dans la vie, en fait, ce qui manque, moi, je trouve à certains jeunes, si je peux parler comme ça, c'est une certaine discipline. C'est qu'il y en a, ils vont pas appréhender les choses de la bonne manière. On se dire, bon, allez, aujourd'hui, mettons, je sèche un cours. Mais moi, jamais de ma vie, j'ai séché un cours. C'est comme pour moi ne pas aller au travail. C'est, bien sûr, il y a des gens à qui ça arrive, un arrêt maladie, etc. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais fait d'arrêt maladie. En 3 ans, j'ai fait toutes mes heures de travail. J'ai jamais dit, si j'avais un rhume, j'allais quand même au boulot. Ça, mon père, il m'a appris à être assidu. Je pense que l'assiduité, ça va avec la discipline, du coup. Et ça, c'est hyper important pour continuer sa vie. Que maintenant, ça manque aussi à certains jeunes. On dit trop souvent... Ah nos parents, nanana, ils s'enferment, mais c'est ce qu'il faut aussi. Ce que je retiens de ce que tu dis, c'est le juste équilibre. C'est-à-dire que si tu n'avais eu que le côté strict, il t'aurait manqué peut-être... Un peu de compréhension. Oui, voilà, de compréhension, d'écoute, d'acceptation, de confiance. Ouais, exactement. Mais mon père me le transmettait aussi quand même, cette confiance, et par une réflexion plus ferme, etc., à me dire, voilà, il faut quand même se poser les bonnes questions, entrer en boulot, etc. Mais c'était quand même... c'était une bonne autorité dans l'ensemble.
Et bon, alors tu parlais de on va parler aussi de ton contexte familial qui est un petit peu particulier, puisque on l'a dit, ta maman est famille d'accueil. Ton papa, du coup, maintenant, a fait ce choix aussi de le devenir. Donc, ils sont tous les deux famille d'accueil. Tu peux nous préciser juste en 2 mots, en 2 phrases, pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça veut dire être famille d'accueil? Qu'est-ce que ça implique? Alors, c'est accueillir des enfants, entre guillemets, les faire intégrer dans notre famille, parce que moi, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire que quand mes parents accueillent un enfant, moi, c'est l'équivalent de mon frère. Je vois Enzo, du coup, qui a aujourd'hui 15 ans et qui est venu chez moi depuis qu'il a 4 mois. Donc maintenant, je le vois réellement comme mon frère. C'est des enfants pour lesquels certains parents ne peuvent pas s'en occuper parce qu'ils ont un boulot trop compliqué, des heures à respecter, pour qui ça se passe pas très bien dans la famille, un divorce, qui n'arrivent pas à gérer l'éducation de leurs enfants ou juste s'occuper de leurs enfants, en prendre soin, et qui ont besoin d'un off, d'un moment pause pour certains, ou d'autres ça peut être un relais, ils ont besoin de prendre 2 semaines, de souffler. Et c'est ça être famille d'accueil. Donc vous savez jamais pour combien de temps finalement vous allez accueillir ces enfants? Ça dépend. Ça dépend. Moi, après, c'est pas mon travail, entre guillemets, mais mes parents me l'expliquent. Des fois, ça peut être un enfant avoir besoin de venir ici 1 semaine parce que sa famille d'accueil a envie de prendre un peu de repos. Un congé, c'est ça. C'est prendre un relais. C'est prendre un enfant qui est dans une autre famille d'accueil pour 2 semaines pendant que sa famille d'accueil se repose. Même si pour nous, c'est pas le cas. Enzo vit à... Et quel rôle ça a eu sur toi, ça, sur ta construction, parce que finalement, tu es impliqué dans cette activité, dans cette profession. Oui, bien sûr. Même si on est dans l'humain, ça reste un métier. Mais ça m'a servi dans plein de choses. Ouais. Parce que du coup, ma mère aussi, c'est ce qui me l'a inculqué, c'est déjà l'éducation de l'enfant, comment apprendre à vivre avec un enfant, sachant qu'un enfant a plein de troubles, du coup, généralement, quand il vient d'une famille d'accueil, c'est que quand même il a vécu pour certains des passés compliqués. Et c'est intéressant parce que on voit l'autre différemment. Moi, je voyais des enfants arriver et repartir avec le sourire pour certains, pour qui ça a été le cas, pour d'autres non, pas forcément, mais j'en pense à un notamment qui est venu chez moi pendant environ 10 ans, qui avait 1 an de plus que moi. Bon, qui était assez rebelle quand même, donc heureusement mon père était là pour le cadrer à la maison, même si c'était pas forcément son rôle, et ça c'était assez intéressant. Mais ça a fait apprendre plein de choses, parce que l'éducation d'un enfant qui a vécu des troubles, ça se fait pas du tout de la même manière. Ils vivent pas avec leurs parents, c'est pas du tout le même contexte, etc. Mais moi j'ai grandi en tant qu'enfant avec un copain, si je peux dire, c'était mon petit frère. J'avais pas du tout un rôle de travail là-dedans, je le voyais pas comme le travail de ma mère, je le voyais vraiment comme un enfant qui était là pour jouer avec moi toute ma vie, entre guillemets, pendant toute mon enfance. Donc ça a fait un peu... Parce que moi j'étais assez solitaire en fait quand j'étais petit, et ça c'était bien quand même, ça me faisait un petit cocon, quelqu'un avec qui partager, etc. Donc même mon frère, j'en parle encore maintenant, je veux dire c'est que du bonheur quoi, même si... bon bien sûr on est frères, donc des fois il y a des conflits, etc. Mais dans l'ensemble ça reste... cool, si je peux dire ça comme ça m'a servi ça a certainement participé à ce que je suis aujourd'hui, à ta maturité aussi. Je sais pas forcément, parce que je le voyais vraiment ça avec l'idée d'être un enfant, si tu veux. Ça quand j'étais au travail, mon frère rentrait, c'était déjà mon frère. J'avais grandi depuis. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'est venu depuis enfant, et j'ai un peu ce côté-là de ma mère d'aider les gens. On va pas non plus, c'est horrible entre guillemets de laisser ses pauvres enfants sans suivi. Ils ont vécu pour certains des choses vraiment horribles, on se rend pas compte, mais il y a vraiment des choses horribles sans rentrer dans les détails pour certains enfants. Et c'est leur laisser une seconde chance de s'épanouir, quoi. C'est ça que je trouve incroyable, c'est que mon frère, il aurait peut-être pas du tout eu la même vie s'il aurait été dans une autre famille d'accueil, parce qu'il y a des familles d'accueil où c'est pas forcément le... Ouais, ça se passe pas toujours bien. Non, mais moi, mon père, comme il dit, ils ont des cadeaux à Noël, ils les considèrent comme leurs enfants, entre guillemets, bien sûr, bon, moi je suis son fils, donc il fait la part des choses, etc., même ma mère, mais... entre guillemets, ils font partie de la famille, ils vivent à plein temps chez nous, on les considère comme... on sent beaucoup d'amour, parce que tu parlais de ton bien papa, sûr. Avec ses idées, son côté strict, le bien cadre, sûr. etc. Mais c'est un cœur sur pattes, ton père aussi. Bien sûr, avant tout, c'est ce que j'en garde aussi quand même. Il est encore là pour me soutenir, et ça, je le dirai jamais, parce que je n'ai jamais assez dit merci. Mais alors, justement, fort de ton expérience personnelle, qu'est-ce que tu pourrais... quel message tu aurais envie d'adresser aux parents qui sont un peu inquiets pour l'avenir, la construction de leurs enfants Mais ça me fait penser à plein de choses, parce que moi,
copains, si je peux, des potes, si je peux parler comme ça, pour qui le choix est pas fait, ils sont déscolarisés, etc. Et moi, je vois que ça vient aussi des parents trop libres. Et ça fait un peu conformiste de parler comme ça, un peu strict. Mais un enfant, c'est quand même... on ne lâche pas dans la nature, on a besoin de le guider. Aujourd'hui, on vit dans une société où l'enfant, on doit un peu le bercer dans un idéal, sans trop le brusquer. Mais moi, en fait, je me rends compte que des fois, brusquer un enfant, sans être violent, etc., mais c'est un rappel à l'ordre. C'est se dire que la vie, c'est pas tout beau tout rose, c'est pas en fichant rien forcément qu'on va tout avoir. Et moi, si j'ai eu ce côté strict dans mon éducation, en fait, ça m'a servi parce que je suis jamais resté sans rien faire. C'est-à-dire, moi, si j'avais été, par exemple, déscolarisé, j'aurais trouvé un travail. Je serais jamais resté chez moi. Mon père ne m'aurait jamais laissé rester 2 semaines chez moi sans avoir une activité de vie principale. C'est pas possible. Faut quand même... après, je parle de mon éducation que j'aurai sur mon enfant. Il faut quand même l'accompagner. Il faut être à l'écoute aussi. C'est hyper important de... parfois, on pense écouter. En fait, on parle plus qu'on écoute. Mais il faut se rendre compte aussi que un enfant, il n'a pas la jugeote, entre guillemets, d'un adulte. Il n'a pas cette réflexion, cette expérience aussi sur le long terme. Il faut quand même un minimum encadrer ses enfants, je pense, et les guider vers des choix de vie. Peut-être que l'école, c'est pas fait pour certains, ça je l'entends, c'est normal. On peut pas tous suivre un parcours scolaire, ça c'est pas grave. D'ailleurs, on a le droit de se trouver. Mais il faut quand même trouver un chemin de vie. Je pense aux années de césure. Maintenant, les gens, ils profitent. Mais souvent, il y en a, ils ont du mal après à se remettre de ça. Sauf que la vie, c'est pas que du libre. La vie, c'est quand même, on est obligé de payer nos factures, on est obligé d'avoir un. Tu vas faire plaisir à beaucoup de parents, là, je pense. Ils vont te dire, il faut que tu regardes cet épisode, écoute ce que dit Louis. Il faut quand même être à l'écoute de son enfant aussi, parce que c'est pas non plus en lui donnant toutes ses directives que c'est. Faut pas lui créer. Faut pas imposer. Il faut pas imposer. Faut pas vouloir donner. Et des repères. Et puis, il faut pas donner sa propre vie. On va pas dire, moi, mon enfant, voilà, je veux pas qu'il soit comme ça. Ouais. Mon enfant, il faut quand même qu'il s'épanouisse dans ce qu'il veut. C'est pas, j'aurais voulu qu'il soit fouteux, j'aurais adoré. C'est pas ça. Mais faut l'entendre. Mais s'il se perd en chemin, je pense que c'est aussi le rôle du parent de remettre dans le bon chemin, entre guillemets, son enfant. Moi, ce que j'entends, c'est évidemment, peut-être qu'on enfonce une porte ouverte, mais ça fait du bien de le rappeler que ce qui doit être ressenti par l'enfant inconditionnellement, c'est l'amour. Bien sûr. Le fait que tout soit guidé par ça. Voilà. Et après, un juste équilibre entre de l'écoute, de la compréhension, de la confiance et aussi un cadre et C'est difficile de trouver ce cadre, mais pour moi, ce cadre, il passe par plusieurs étapes. Il y a des hauts et des bas. Il y a des fois où on va vouloir être trop strict. Et c'est pas une mauvaise chose, parce que si on est trop gentil et qu'on est trop strict, on équilibre un peu la balance. Ouais. Et au fond, je pense que c'est le bon choix d'être à l'écoute, mais comme tu dis aussi, de garder un certain cadre de vie pour ses enfants. Il faut être à l'écoute et essayer de quand même pas diriger sa vie, mais de l'accompagner vers certaines choses, de lui proposer. Moi, je pense tout d'abord aux gens qui n'ont pas d'idée sur ce qu'ils veulent faire. Je propose le CIO. Le CIO, c'est ce qui m'a aidé à être où j'en suis. Et c'est donc moi j'étais à Libourne. Le centre d'orientation, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est j'ai plus le nom. CIO. C'est un centre entouré en fait de plein de psychologues, de gens aussi parce que maintenant le diplôme de j'ai oublié le nom. Qui aide à te trouver un travail, qui te propose des formations, etc. Et en fait, ça c'est hyper intéressant, parce que du coup, ça m'a permis de créer ma lettre de motivation pour proposer un établissement, parce que à 18 ans, sorti de CAP en CDI, je suis plus dans le cursus scolaire, donc pour y rentrer, c'est plein de paperasse, etc. Ça, c'est tes parents qui t'ont mis sur ces pistes-là? C'est moi de mon plein gré. C'est-à-dire que moi, l'après-midi, j'en avais pas forcément parlé à mon père, je partais, je disais, là j'ai un rendez-vous, je vais chez l'esthéticienne, je partais là-bas, j'y allais, et puis un jour, on m'a dit, voilà, tu vas faire ta lettre de motivation, Louis, dans 2 semaines, tu auras une réponse, donc là... pour l'an prochain, etc. Donc là, j'ai dit, là, va falloir que j'en parle à mon père. Donc là, je lui ai expliqué, etc. Mais j'ai trouvé ce centre hyper intéressant. Ils sont hyper à l'écoute et en même temps, ils savent tout sur tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se planter. Toutes les voies. Moi, j'arrive en général, j'ai encore des cours sur l'orientation, qu'est-ce que je veux faire, par où passer. Les professeurs donnent des directives, il faudrait aller dans une fac. Moi, je sais tout ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'en 3 rendez-vous, j'ai appris tout ce que je voulais faire. Ma lettre de motivation, elle était faite. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en kiné, passer par médecine. Je connais toutes les passerelles pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire plus tard. Et ça, franchement, c'est génial. C'est encore mieux quand on a des idées de dans quoi on voudrait se projeter. Mais même pour celui qui ne sait pas vraiment, c'est gratuit. Il faut en prendre conscience.
moi je pense aux jeunes un peu qui sont désespérés, ils pensent à la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça va être si j'ai pas de travail, etc. Mais il faut se relancer. C'est Être en mouvement. être en mouvement, continuer. Et aller chercher de la ressource externe aussi pour Voilà. avoir de l'information. Il faut chercher un peu tout ça et ça se trouve. Réchauffement climatique, on sort d'une pandémie, il y a la guerre à l'entrée de l'Europe, il y a la réforme des retraites, on ne vend pas forcément du rêve à notre jeunesse. Toi, comment tu vois l'avenir de notre société, comment tu arrives à te projeter, à être joyeux, confiant En fait, dans l'avenir? Moi, j'entreprends tout ce qui m'arrive là, comme moi je vois mon grand-père, par exemple, il a connu la guerre, il a fait la guerre en Algérie, c'est quand même pas... on parle de pandémie, etc. À part avoir eu le Covid, j'ai causé de soucis à personne. Et en fait, je prends quand même beaucoup de recul, parce qu'à travers ces récits, etc., c'est quand même assez poignant. Et je me dis que quand même, en fait, on a une belle époque. On est quand même assez libre. Peut-être pas autant que dans nos campagnes. Moi, j'entends mon père parler, sortir à 23h le soir, être libre dans la campagne. C'est deux époques différentes, mais en fait, il faut vivre avec son temps. C'est être jeune, c'est ça aussi, c'est profiter du temps qu'on a, d'être avec ses copains. C'est sûr que si je racontais ce que je faisais à mes parents, ben, eux, ça leur semblerait insensé. Il y a des jeunes, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jeunes de ton âge qui font le choix conscient, par exemple, de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils se soucient de l'avenir de la planète, de l'impact écologique, je etc. comprends ça. Quel regard, toi, tu as là-dessus? Moi, je pars du principe que moi, je voudrais un enfant dans le sens où j'ai une volonté de continuité. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai connu, c'est grâce à mes parents et je souhaite le transmettre à n'importe qui. Je sais pas, peut-être demain, je me ferai écraser par une... On sait pas ce qui peut nous arriver, mais il faut pas se limiter à « et si ?» Faut vivre pour savoir. Peut-être qu'on va laisser ou je vais laisser un avenir pourri à mes enfants, mais au moins ils auront eu la possibilité de vivre quand même. Et ça, je trouve que c'est important. C'est vrai qu'on n'a pas eu des moments faciles. Pour certains, ils ont vécu leurs meilleures années entre 18 et 20 ans en pandémie. Ils se rattrapent maintenant, c'est pas 2 ans plus tard. 2 ans dans une vie, c'est... Pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, faut relativiser. Faut relativiser, exactement. Regarder l'histoire et on se dit, mais... Chaque époque a ses défis. On est quand même... Je dis pas le contraire, c'est pas facile, mais on est quand même assez chanceux. On n'a pas connu la Seconde Guerre mondiale, surtout dans nos campagnes ici, c'était pas facile. On peut aller au fast-food, on peut aller au ciné, on les a retrouvés, on a été privés pendant 2 ans. Moi, je travaillais et je voyais pas tout ça, parce que je travaillais par contre à plein pot. Hein. J'ai jamais autant travaillé que pendant le Covid. Mais, parce que j'étais dans les ressources de première nécessité, donc moi j'ai travaillé pendant le confinement, etc. J'ai pas arrêté de travailler. Mais je le prends quand même avec beaucoup de recul et pour moi, c'est pas laisser un avenir pourri à nos enfants. On va évoluer dans la société, il y aura d'autres issues où ils pourront quand même s'épanouir pour moi. Il faut croire en ça. Il faut croire avoir de l'ambition et se dire que moi je ferai tout aussi parce qu'on a tout fait pour moi. Mes parents, ils ont tout fait pour que j'ai une superbe enfance et ils le font encore. Alors moi, je ferai tout pour mes enfants en espérant que je puisse leur laisser le meilleur monde possible et qu'ils puissent vivre une vie extra. Je le disais en intro, j'ai l'impression qu'on parle souvent à la place des jeunes. Moi, je le dis, je l'avoue, assez irrité déjà par le terme de génération, parce qu'il est généraliste, justement, il est généralisant. On met un peu tout le monde dans le même sac et on essaye... Alors, je comprends l'idée qu'on essaye de voir la spécificité d'une catégorie d'âge, mais voilà, on critique souvent en disant que les jeunes sont désinvoltes, fainéants, autocentrés. Toi, comment tu analyses? Est-ce que tu reconnais une forme de spécificité? Est-ce que tu crois que c'est dans l'ordre des choses? C'est un peu vrai dans le sens où on regroupe beaucoup de monde dans le même sac. Mais quand j'avance Après, j'ai vécu, voilà, dans... Mon grand-père, il était boucher. Mon autre grand-père était viticulteur. Et en fait, je me rends compte qu'on a quand même plus tendance à se laisser aller maintenant qu'autrefois. Ma mère me le raconte encore. Elle, à 14 ans, elle était dans les vignes, même plus tôt, dès 10 ans. Et c'est pas un problème, le travail, etc. Il faut quand même encourager les jeunes, etc. C'est trop de facilité? Je pense c'est une certaine facilité aussi, mais c'est pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire que les parents, ils veulent essayer de tout donner à leurs enfants. Et il y a un bourg ici qui dit ça, que j'ai entendu il y a pas longtemps. C'est... le monde facile crée des gens faibles, entre guillemets. Si tu donnes une vie facile à un être comme ça, que tu lui donnes tout dans les mains, il va pas savoir se débrouiller. Les gens qui ont connu la misère, c'est les plus grands spécimens du monde. Ils se sont débrouillés, pour certains, tout seuls, et ils ont tout fait pour en arriver là où ils sont. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant faut quand même... faut se lancer, tu vois,
faut pas se dire, bon, allez, on peut vivre sans trop travailler. Faut quand même se lancer. Moi, si j'avais dit, bon, allez, je fais une petite année de pause avant d'aller travailler, bah, c'était peut-être Des super, fois, hein, c'est nécessaire aussi pour se remettre en question. Ouais. Mais faut toujours garder quand même la Il volonté faut pas que ce soit passif, faut qu'il se passe quelque Voilà, chose. tu peux profiter, mais pense aussi. Alors, certains de réflexion. Pose-toi les bonnes questions. J'ai une année, mais je réfléchis à quand même qu'est-ce que je vais relancer. Peut-être des projets que j'ai jamais réalisés. Faut toujours vouloir entreprendre. Après, c'est un peu compliqué parce que on vit pas tous dans dans le même quotidien. Personne n'a les mêmes habitudes, etc. Mais je trouve que quand même, quand je sors du travail, je vais dans les vignes alors que c'est mes vacances, etc. Et je suis super content parce que aujourd'hui, j'aurais fait quoi? J'aurais resté à regarder une série. Je fais une parenthèse, pardon de t'interrompre, mais tu travailles aussi à côté de tes études, c'est ça? Pas à pendant mes vacances. J'essaie de me Ouais. trouver toujours, par exemple, dans les 2 mois d'août, dans mes 2 mois de vacances, je vais travailler 1 mois et demi, 2 mois. Pendant mes vacances, je vais travailler une semaine. Pas forcément le week-end, parce que... C'est quoi? C'est pour t'émanciper, pour te faire de l'argent de poche, pour te faire de Pour l'expérience? essayer d'être quand même un peu libre aussi, parce que passer d'un salaire constant à plus rien, moi j'ai pas envie je me débrouillais assez bien sans mes parents, ils m'ont toujours accompagné parce que c'était leur Rester un peu volonté. autonome, quoi. J'aimerais quand même rester un peu autonome, et je trouve que c'est important aussi, parce qu'il faut se lancer. Moi mon père des fois je lui dis, oh voilà, j'aurais bien voulu rester. Il me dit non mais t'y vas, et en fait ça c'est bien, parce que là je finis ma journée de travail, en fait je suis content, je me dis mais c'est trop cool, parce que je me fais un peu d'argent de poche, c'est plaisant. Parce que du coup, t'as 20 ans, hein, c'est ça? Enfin, j'ai 20 ans dans 3 mois, mais oui, j'ai 20 ok, ans. on peut oui, dire c'est que t'as ça. 20 ans. Exactement. Et du coup, t'es chez tes parents. Oui, je vis encore chez mes parents, tout Et à fait. comment tu vois, parce que tu vas partir après dans tes études d'ostéopathie, ça va être... J'aimerais bien faire kiné avant. J'aimerais Kiné. faire kiné. En fait, Et tu vas partir pour faire tes études alors, j'aimerais bien faire une fac de médecine, partir sur une première année de médecine, si jamais, parce que la fac de médecine, ce que je trouve hyper intéressant dedans, c'est que bon, c'est une année hyper horrible au sens propre du terme, hein, on se l'arrache comme personne, mais c'est aussi, je le vois encore avec un regard extérieur en me disant, si je passe une année horrible, il y aura quand même du bonus. Dans tout ce que je vois, en fait, je prends toujours le regard de me dire, ça c'est... Ma vie, elle s'est passée comme ça. J'ai eu des chemins extérieurs et je trouve jamais de négatif. Dans mon négatif, il y a toujours du positif. Je vais me dire, Tu t'es préparé déjà à la difficulté. oui, parce que si je vais en fac de médecine et que j'y arrive pas, c'est triste, j'ai pas réussi. L'avantage, c'est que j'aurais travaillé, j'aurais appris mes manières pour être réfléchi, avoir une réflexion différente, connaître la meilleure méthode pour apprendre mes cours par cœur. Et ça, en fait, ça me sert. Même dans mon échec, je vais quand même trouver du positif. Et c'est comme ça qu'il faut avancer. Il n'y a pas que des échecs. Dans ces échecs, il faut y réfléchir. Pourquoi j'ai fait ça? Telle erreur. Déjà, il faut réfléchir à ces erreurs. Et en fait, il faut en tirer du bonus. Il faut en tirer que du plus. Parce que là où on se plante, c'est là où, en fait, la matière à travailler, elle est là. Elle est dans son échec. Et c'est ce que je me dis, donc c'est pour ça que je vais tenter médecine. Si j'y arrive pas, j'aurai quand même une passerelle, je vais aller en licence accès santé. Je pourrais quand même tenter le concours pour rentrer à un institut de formation de masseur kinésithérapeute. Donc voilà, je relativise, je me dis que c'est pas grave. De toute façon, je suis pas à une année près, je reprends mes études à 20 ans, donc faut quand même le dire aussi, j'ai la chance de pouvoir le faire. Oui, C'est pas tout le monde qui pourrait le faire aussi, ça j'en suis quand même conscient. Mes parents l'ont accepté, d'autres mon père aurait pu me dire non, tu ne fais pas ça, il aurait pu me forcer la main. Et je suis quand même content j'y pense à ça aussi, de me dire que j'ai la chance aussi d'être là où je suis quand même. Je suis quand même assez heureux quoi dans ma vie. Et J'ai comment quand même tu te cette vois, chance-là. toi, parce qu'aujourd'hui, il y a un des sujets qui revient beaucoup sur la table, c'est l'équilibre vie pro, vie perso, donc justement que notre travail nous ressemble, mais aussi d'arriver à jongler avec tous les pans de notre vie un petit peu. Comment toi tu t'imagines, alors j'ai pas envie de te donner un âge précis, mais Dans 20 ans. Ouais, dans 10-15 ans, c'est quoi ce à quoi t'aspires Est-ce que... Qu'est-ce que je deviendrai? Qu'est-ce que je me Ouais, verrai être? qu'est-ce que tu te souhaites, quoi? Sans parler d'objectifs précis, hein, attention, mais quel est l'équilibre? Je sais pas moi. Être heureux. Première chose, Alors, ça c'est passerait par quoi? Ouais. par l'obtention de mon travail déjà. Parce que moi, je vois la Être vie heureux à dans ton travers travail. Ouais, être heureux dans mon travail, me lever tous les matins avec D'un le point de sourire. vue familial, t'as dit d'avoir des Ouais, enfants. peut-être, mais ça, je me dis que ça arrivera dans la continuité. Je veux pas me dire à 28 ans, j'aurai un enfant, ou à 24 ans, ou à 30 ans. Ce sera une chose qui viendra, parce que déjà, ça se décide à deux, hein, avec son ou sa partenaire. Et ça, c'est quelque chose que je verrai sur le long terme. Pour moi, vraiment, l'objectif premier même dans 30 ans, si je parle au plus long terme, à 50 ans,
ben, c'est d'être heureux dans mon travail. Me lever le matin avec le sourire, partir et de me dire ben, j'ai quand même la chance d'en être là. J'ai un travail qui me plaît, parce qu'on ne dirait pas, mais le travail, c'est la majeure partie de sa vie. Pour certains, pour d'autres, c'est pas le cas. Et moi, c'est ça qui m'anime. C'est se lever le matin avec le sourire et se rendre compte que ben, on a quand même plein de belles choses autour de nous, quoi. Dans n'importe quel environnement, il faut trouver du beau. Il faut se rendre... C'est sûr que si on est dans un mindset, entre guillemets, si je peux parler comme ça, d'état d'esprit très fermé, avec voir uniquement le négatif, on va rien apprécier de la vie. Dans les petites choses, on trouve des trucs qui nous rendent heureux, etc. Ça peut être voilà, faire son lit le matin, entreprendre des petites choses comme ça qui nous rendent heureux. Et moi, c'est ça, je pense. C'est à travers mon travail. Une phrase de Benabar dans une de ses chansons qui dit « Le bonheur ne s'achète pas en lingots, mais en petite monnaie ». Alors moi, je la comprends pas, cette phrase. C'est que de dire le bonheur, c'est pas un état durable et continu, mais le bonheur, Il est passe toujours par les petites présent. choses de la vie. Mais ça, je suis d'accord avec ça. Après, il y a des hauts et des bas. Mais c'est pareil. C'est ça qui est intéressant. C'est quand on est au plus bas et quand on revient en fait en haut. Mais on se rend compte de toute cette pente-là qu'on a réussi à remonter. Ça peut sembler anodin. C'est de dire, je l'ai même fait sans m'en rendre compte. Mais il faut en prendre conscience. Et se dire que cette pente-là que j'ai réussi à remonter, ça, c'est important. Et c'est grâce à ça que je suis heureux aujourd'hui. T'as déjà, enfin moi je souris plusieurs fois en t'écoutant parce que c'est assez incroyable pour moi la maturité que tu dégages, la réflexion, le recul, une certaine forme de sagesse si je peux dire déjà à 20 ans. Comment tu... Bon, on a parlé beaucoup de ton éducation, ce que tes parents t'ont inculqué, etc. Comment tu te nourris en dehors de l'école? Comment tu apprends en dehors de l'école? C'est quoi tes sources d'inspiration? Et tu veux que je te dise un truc? Je suis peut-être un des mecs les moins inculqués de la planète. C'est-à-dire que j'ai aucune connaissance. En culture générale, je suis nul. Mais alors, j'ai une phrase superbe de Charles Aznavour qui a dit « Je me suis jamais couché sans avoir appris quelque chose ». Et en fait, dans cette forme, pas de stupidité si on peut parler de ça, mais en fait, le fait de ne rien savoir, ça fait que j'apprends tout. Et ça, c'est super bien. Parce que du coup, comme je connais pas grand-chose, j'en apprends chaque jour. J'ai des valeurs, si tu veux, j'ai une bonne réflexion, mais dans l'ensemble, moi, j'apprends tout le temps. Et ça, je trouve ça cool, entre guillemets. La candeur de l'enfant, quoi, au sens... Ouais, je pense qu'au fond, c'est un peu ça qui garde, et c'est un peu ça que j'aime aussi, et qui m'a manqué pendant certains temps, et que je suis content d'avoir retrouvé, c'est qu'il faut voir la vie comme un enfant. Parce qu'un enfant, il découvre tout, et tout ce qu'il découvre, c'est extraordinaire. Et en fait, c'est ça qui m'anime. C'est de découvrir plein de choses, etc. Et il faut essayer plein de trucs. Moi, je vois, comme tu me posais la question, dans 30 ans, mais en fait, en réfléchissant, peut-être dans 30 ans, j'aimerais bien être un ermite, tu vois, être au beau milieu de... Tu t'interdis rien. Quoi. Ouais, j'aimerais être... tenter plein de choses. Avec beaucoup de recul, parce qu'on vit quand même dans une société où il faut travailler, tu vois, j'aurais toujours ce côté de travail, mais d'expérimenter plein de choses, aller peut-être dans des lieux totalement inconnus, enfin pour moi, je parle parce que la planète, on la connaît, mais voilà, aller vers l'inconnu un peu, essayer des choses en restant toujours conscient. Ça, c'est une barrière, peut-être que c'est une barrière, c'est peut-être pas une bonne chose, mais c'est toujours ma conscience qui me rattrape, et ça, c'est hyper important, et je veux garder cette âme d'enfant, quoi. Et alors, sans parler de connaissances, parce que là, je te disais comment tu apprends en dehors de l'école, tu as d'une certaine manière répondu. Je parlais pas forcément de connaissances brutes et de culture générale, mais comment j'apprends? Peut-être reformuler ma question, c'est en dehors de ton terreau familial, c'est quoi tes rôles modèles? Alors ça peut être des gens connus, comme des gens de ton entourage, un prof, un ami, un tonton. En fait, c'est qui tes rôles modèles? Je me sers de toutes mes discussions. C'est-à-dire dans toutes mes discussions, même avec toi, etc. J'apprends toujours quelque chose et j'en tire profit. Je me dis ça, qu'est-ce que je peux en retenir et qu'est-ce qu'il faut que je garde et que peut-être que j'inculque à moi-même aussi, tu vois, des fois je suis tombé sur des gens hyper disciplinés et ça m'a appris plein de choses, etc. Et ça vient par plein de choses, surtout par la famille, parce que moi j'ai du coup mon grand-père qui est décédé il y a environ 3 ans de ça, qui était le père de ma mère, qui lui aussi était quelqu'un de très calme, très à l'écoute, etc. Mais un grand bosseur. Et ça, si tu veux, quand je parlais avec lui, etc., j'ai toujours gardé cet esprit-là, un peu de réflexion, d'être posé, tu vois, d'être calme, et de se dire dans les moments... je me sers de toutes mes discussions, c'est-à-dire des fois ça peut être même avec un prof, avec un proche, avec des amis, tu sais, ils te remettent en question, des fois ils disent « Ouais, est-ce que ça, c'était le bon choix ?» Je me sers de tout ça pour me construire une idéologie, une réflexion, et après je l'applique dans divers moments, tu vois. Et ça me sert
Tu te prends comme des ça. moments, on appelle ça l'introspection, c'est peut-être un grand mot, mais comment tu, comment tu structures cette réflexion? Est-ce que tu as des moments justement de un peu de solitude où tu Ouais, viens ça vient cristalliser que les par le choses? seul. C'est-à-dire Ouais. que des fois, je vais parler avec des potes, etc., ou même avec toi, tu vois, je vais parler, je vais réfléchir à plein de trucs. Et je pense que c'est quand je vais rester seul que je vais me poser les meilleures questions. C'est-à-dire, je vais pas, pendant que je discute, tu sais, je vais pas me poser des questions, enfin, ça va être assez spontané. Mais Et quand après, je suis seul, ouais. quand je reviens dans mon côté, je réfléchis. Je me dis, bon, là, voilà, là, je me construis quelque chose, etc. Il faudrait peut-être que je pense plus à ça. Est-ce que ça, faudrait pas que j'y pense? Et plein de questions qui viennent après. Et quand je suis seul, c'est surtout dans la solitude, en fait, je pense que la solitude, pour moi, c'est aussi des meilleurs accompagnants. Parce que c'est là où on se trouve réellement soi-même, en fait. C'est être seul. Bon, Et l'être humain a comment tu besoin de t'y vivre prends en du coup? société, Tu mais prends ta bagnole et tu vas. même ça, Même pas? avant, j'adorais aller voir le coucher de soleil. Je prenais la moto, j'allais voir un coucher de soleil, seul ou avec mon ancienne copine. Je me baladais comme ça. Maintenant, ça peut être même seul dans mon lit. Je vais réfléchir, tu vois, avant de m'endormir, etc. Je vais me poser des questions. Ou même des fois, je vais en parler aussi avec ma mère, surtout, qui est quand même assez Ouverte, ouais. ouvert d'esprit, qui est à l'écoute, etc. Mais c'est particulièrement soi-même où on se pose les bonnes questions. Par exemple, avec mon travail, ça m'est venu surtout de moi-même. Je me suis posé des questions. Voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer? Ou même pendant mon travail, si tu veux. Voilà, là, j'ai peut-être pas été assez efficace. Comment je pourrais l'être un peu plus? Qu'est-ce que je pourrais faire demain qui m'aiderait à avancer encore plus, etc. Tu vois, et c'est quand t'es dans ta bulle. Il faut avoir une bulle et se la conserver. Pas laisser personne y rentrer. C'est pas ce que je dis. Mais dans sa bulle, on a ses idées, et il y en a certaines qu'on doit prendre en réflexion uniquement par soi-même. Mm. Pas forcément avoir toujours. Maintenant, je trouve aussi l'accès à tout. Si tu veux, maintenant je vais sur Internet, j'ai une question à poser, je la pose à Internet. Mais en fait, il faudrait peut-être que je me la pose à moi-même avant. C'est ça aussi un peu. Est-ce que c'est vraiment ce que moi j'entreprends, ou c'est ce que Internet entreprend? Il faut quand même que je pense à moi. Surtout Comment maintenant, j'ai il y a l'intelligence artificielle voilà, maintenant. maintenant c'est encore nouveau, on va faire les choses à notre place. Et ça, c'est bien, mais je trouve que c'est une forme de fainéantise un peu quand même, dans le fond. Tu Ouais. vois, je trouve que Et comment, c'est un peu ça. comment ça se passe avec tes potes? Parce que tout le monde n'a pas cette maturité, ce recul sur les choses, cette volonté de questionner. Comment, voilà, comment ils te voient, tes potes? Est-ce qu'ils se disent, mais ah, lui, c'est bon, il a craqué, il a fumé la moquette, il est Non, parti loin? non, Est-ce non, qu'ils ils comprennent? sachent Est-ce que je suis réaliste parce qu'ils savent que j'ai une discipline quand même assez carrée. Moi, je reste pas sans rien faire, donc je m'entreprends quand même dans quelque chose d'assez strict. Mais ils prennent aussi en réflexion. Je l'ai vu hein, de la part de certains qui se disent, c'est vrai que ce Ça qu'il les a aide? fait, tu vois, certains ont réalisé quand même que c'était pas rien. Et ça a servi. Moi, j'ai un copain, tu vois, qui a fait STAPS, il est reparti en BTS. Il me dit, ah, ça fait chier, j'ai perdu un an. C'est, mais non, Dimitri, arrête, c'est pas grave, t'as le droit de te planter. L'important, c'est, tu vois, de trouver au fin de compte ce qui te plaît. Le but, c'est de trouver ce qui te plaît réellement. Et moi, du coup, mes potes, bien sûr, des fois, ils se mettaient en question. Est-ce que c'est vraiment. Tu sais pas ce que tu veux faire? Je dis, moi, c'est comme ça. C'est peut-être que chez moi, hein, mais moi, j'ai toujours voulu ce que je savais faire. Peut-être que ça changera aussi. Peut-être que dans 30 ans, je voudrais plus être kiné. Pour l'instant, c'est mal parti dans ce sens-là. J'ai vraiment envie. Mais j'ai toujours un truc qui m'anime. Et moi, je vais vers ce truc. Je suis ce chemin qui m'anime. Et, oh, il y a toujours des déviations. On va peut-être me dire, non, c'est pas ça. Mais j'éjecte. Ça restera dans ma pensée. Et c'est encore une fois de ma solitude. Hein. Là, je me suis construit un esprit seul. Où je me dis, faut pas te laisser attiré par ce qu'il y a autour. Il faut quand même rester un peu dans ses propres directives et parfois être un peu solitaire. Pas tout le temps, il faut quand même rester ouvert aux autres. Je dis pas, sinon on passe à côté de plein de choses. Si j'avais pas voulu discuter avec toi, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui, tu vois. Mais il faut quand même garder ses propres idées de temps en temps. Rester ouvert d'esprit, prendre en compte et analyser ses réflexions, etc. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois. Bon, bah, écoute, moi je prends une leçon. Hein, Mais avec non, c'est pas toi, comme ça, non, Tu mais vois, c'est super inspirant parce que moi je trouve que, ouais, comme je le disais en introduction, il y a beaucoup de personnes, même de mon âge, avec qui je n'ai pas forcément ce niveau, cette profondeur de discussion, ce recul sur les choses. Et voilà, je te le dis aussi, c'est pour ça que je t'ai invité Ouais, bien d'ailleurs. sûr, C'est parce que bien sûr. j'ai toujours été assez impressionné par. Voilà, par cette C'est gentil. maturité, ou cette sagesse, c'est une forme de sagesse pour Ouais, moi aussi. je pense plutôt le voir comme ça Ouais. que la maturité. Je pense que c'est prendre beaucoup de recul sur le monde. Et comme je te dis, moi, la sagesse, je le vois comme un ermite.
C'est quelqu'un qui se ressource. Moi, j'aimerais avoir besoin de ça. Quand je vis dans ma campagne, tu vois, je vois la ville, j'ai des copains qui habitent en ville. Moi, ce qui me ressource, c'est ça, c'est l'essence même de la planète. Pourtant, je suis pas du tout, tu sais, quelqu'un d'écologie. Je suis pas près de la... Mais je trouve qu'il y a une forme de ressource, en fait, autour de ça. Ouais. Et je le vois plutôt, la sagesse, comme un ermite, un peu. C'est quelqu'un qui est un peu seul dans son coin, mais qui s'inspire des énergies environnantes, etc. Je le vois un peu comme ça, tu vois. Mais c'est pas être forcément mature, parce que pour moi, la maturité que j'ai eue, si tu veux, tout ce qui est discipline, ça vient par le travail. Moi, je l'ai vu dans plein de mes potes. Tous ceux qui sont passés par le boulot dès 15 ans, bah, c'est au genre... Tu sais, c'est pas des flèches, c'est pas des mecs qui vont pas aller à Sciences Po. Mais par contre, tu pourras avoir les mêmes discussions qu'avec moi, et eux, ils seront tous du même avis. Tu sais, ils ont vachement pris conscience de la vie très tôt. En fait, c'est ça, je Par pense. l'expérience. Par l'expérience. Tu mets la main à la pâte très tôt, et en fait, ça te met une claque. Parce que tu te dis, bah là, j'y suis réellement. T'es dans la réalité. T'es dans la réalité, c'est pas oui, je vois les gens dans un film, ils travaillent, ils rentrent le soir, ils font genre ils sont fatigués. C'est vraiment des fois tu es fatigué en rentrant le soir, tu peux être bouleversé, t'as le droit de craquer aussi à certains moments et c'est important. Il faut aussi expirer. D'autres c'est par le sport, d'autres pleurent, etc. Et c'est important, tu vois, d'avoir ces moments-là. Donc, Cool. je pense que c'est comme ça. J'ai deux petites questions pour terminer, un peu récurrentes. Quelles sont les inspirations? Alors, je parle de livres, de citations, de documentaires, de films, ce que tu veux, mais que tu aurais envie de partager avec ceux qui nous écoutent. Moi, je pense à Être ou ne pas être de Shakespeare. Carrément, d'accord, Hamlet. ok. Œuvre que j'ai présentée à mon bac blanc, que donc j'ai eu la chance de lire, etc. Et surtout de voir la pièce, parce qu'à la base, je suis pas du tout un grand littéraire. J'ai même horreur un peu de ça. Et puis du coup, là, pour le coup, j'ai vu la pièce. Et ça, par contre, j'ai adoré. C'est quelque chose qui m'a... Une pièce mise en scène interprétée par Colette Roumanoff. Ça, c'était vraiment super. Elle est disponible sur YouTube, d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller la voir. Et... Être ou ne pas être, je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est cette volonté de Hamlet, du coup, qui venge son père, etc., qui est assassiné par son oncle. C'est cette volonté vraiment de peut-être rejeter toute sa culpabilité, toutes ses erreurs accompagnées par le sommeil ou la mort. Et moi, je trouve que c'est une bonne question. Je viendrai pas me suicider, tu vois, ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'au fond, quand on dort, on pense à rien? On est peut-être absent de toute conscience, etc., et je trouvais ça un peu aussi dommage dans le fond où c'est une bonne conscience, tu vois, il se pose les bonnes questions, mais on laisse quand même une trace de nos actes. Ça peut paraître minime, mais si je te lance une pièce comme ça, ben, j'aurais lancé une pièce. Et ça laisse une trace quand même dans ce qu'on fait. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier ce qu'on fait. Et c'est pour ça que la littérature, je trouve ça hyper intéressant, même si je ne suis pas du tout un grand littéraire, parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de laisser une trace, d'écrire. Mon objectif dans la fin de vie, c'est au moins d'avoir écrit un livre. Ça, c'est un truc pour laisser une trace, Ok. tu vois. Et Pas c'est un forcément. héritage. Ouais, une trace de ce que t'es devenu, de toi. Pas forcément une autobiographie, hein, tu sais, ou même ça peut être une histoire, quelque chose qui t'anime, etc. Le développer et créer un livre. Moi, c'est vraiment un truc. Je sais pas, ce serait mon objectif de fin de vie, tu vois, avoir écrit un livre, c'est ce que j'aimerais. Et après, Est-ce que t'en as une deuxième Ouais. inspiration? ben, j'ai celle de Necfeu, c'est quand je vois... Shakespeare et Necfeu. C'est deux choses totalement un petit opposées. grand écart. C'est quand je vois mon père, j'ai rien à lui dire, j'aimerais le prendre dans mes bras. Et en fait, cette citation, pour moi, elle est totalement incroyable parce que c'est hyper représentatif de ma vie. C'est-à-dire que moi, mon père, il est un peu pas fermé d'esprit, mais tu sais, pas forcément hyper en accord avec ce que je dis, etc. Et des fois, en fait, le meilleur moyen de se rendre à l'union, bah, c'est par le geste, tu vois. C'est quand je vais lui faire un câlin, etc. Ça va pas forcément être quand je vais lui parler. Et je pense que ça, en fait, le geste symbolique, les actes, c'est plus important parfois que de le dire. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux, en fait. C'est ça que je trouve hyper intéressant. Et du coup, ça, c'est un truc qui m'a... Tu vois, je t'en parle encore, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, tu vois. Le geste, c'est quelque chose de profond. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je partage avec ma famille. C'est pas leur dire je t'aime. Dire je t'aime, c'est important, tu vois, ça a une valeur. C'est leur montrer, quoi. Mais leur montrer avec le geste, je trouve que c'est autre chose quand même. C'est au-delà de ça, tu vois. Très bien, merci beaucoup. On s'approche de la fin. J'ai une dernière question qui est la question un petit peu récurrente. C'est qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie? Mais juste pendant que tu réfléchis quelques instants à ta réponse, je conclus en remerciant nos auditeurs et nos auditrices d'être restés avec nous jusqu'au bout.
Et pensez à vous abonner, il paraît que c'est super important pour la visibilité, pour que les épisodes soient distribués au plus grand nombre. On est disponible sur YouTube et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Donc pensez bien à vous abonner et à noter ces épisodes au maximum pour qu'on puisse continuer. Je vais rechercher aussi, je fais un petit appel, je fais une bouteille à la mer. On est en train de développer avec un petit groupe d'experts là un kit en ligne pour j'allais dire devenir son propre coach, être autonome et agile dans sa vie. Et on est en train de préparer un petit produit là-dessus. Donc on cherche des personnes qui seraient en quête de sens et de renouveau et qui auraient envie de tester ça avec nous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, baptiste@lescapitaines.com, ou sur LinkedIn aussi où je suis assez présent, Baptiste Marin. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Capitaine au Capitaine. Louis, merci beaucoup. Merci pour toi, ta Baptiste. Générosité, ta spontanéité, ton authenticité et tes partages. C'était un plaisir. Je pense qu'on aura d'autres en off, oui, d'autres questions à poser avec grand plaisir. Discussions profondes sur la vie, parce que j'adore ça. Moi aussi. Et puis je te laisse le mot de la fin du coup. Louis Marcoux, c'est quoi pour toi être capitaine de sa vie ? Alors pour moi, être capitaine de sa vie, je dirais que c'est prendre des décisions qui vont parfois à l'encontre de la société. C'est des fois partir sur un coup de tête, mais avec une réflexion. Le coup de tête, il vient avec la réflexion. C'est prendre en compte tous les enjeux qui se passent. Si j'avais changé de métier, par exemple, plus tard, j'aurais peut-être des enfants, un crédit, etc. C'est prendre des décisions majeures pour certains, mais avec une part de réflexion. Il ne faut pas se lancer dans le vide. Ça peut être en demandant à ses proches, etc. Mais être capitaine de sa vie, avant tout, c'est quand même en être directeur. C'est savoir dire, je me lance dans un projet. Besoin d'être accompagné, forcément, parce que on vit aussi dans une société où on manque parfois de confiance en soi. C'est compliqué aussi de se lancer dans des changements qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on fait. Mais pour moi, être capitaine, c'est avant tout être directeur, et avec une certaine prise de conscience, je pense. Merci Louis Marcoux. Merci à toi, Baptiste.